Hello tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live consacré à la création d'une boutique en ligne. Cette série des lives est organisée dans mon canal Telegram avec mes abonnés, avec des gens qui me suivent, le canal dans lequel je partage des secrets, des astuces, des articles en ce qui concerne la vente, la persuasion, le marketing digital, le business en ligne. Alors j'ai décidé tout simplement de créer une série de lives dans lesquels je vais montrer aux gens comment on crée une boutique en ligne jusqu'à ce qu'on va obtenir une première commande et comment on va gérer cette première commande afin de donner envie aux gens de passer à l'action et vraiment s'élancer dans ces business qui rend plusieurs personnes riches. Alors, qui est-ce que je suis? Je m'appelle Henrik Mukanda et je suis cofondateur et deputy CEO de ITOT Africa. ITOT Africa, c'est une entreprise qui forme des gens et qui les place dans des entreprises en fait. À part ITOT Africa, je suis aussi fondateur de l'entreprise Crazy Business. D'ailleurs, ces lives, je les fais dans le cadre d'une activité de Crazy Business par ITOT Africa. Crazy Business, c'est une entreprise que j'ai fondée depuis 2019. Et cette entreprise, en fait, elle crée des formations en ligne dans lesquelles j'accompagne des gens dans une spécialité orientée business en ligne. En fait, à part ça, je suis expert en e-commerce et marketing digital. Je possède plusieurs certifications dans ces domaines-là. Je forme à peu près aujourd'hui, à peu près 4471 personnes. Peut-être que pendant que vous serez en train de suivre ces lives, les temps auraient déjà passé et que ces nombres-là vont s'accroître. Et d'ailleurs, si vous aussi vous souscrivez à l'une de mes formations, vous serez parmi ces étudiants-là. Je les forme dans la vente en ligne, le marketing, la persuasion et les e-commerce. J'aide également les gens à construire en fait leur business, à développer leurs audiences et à vivre de leur passion grâce au web. Ces genres d'activités, je le mène avec des sociétés qui m'engagent en tant que consultant pour optimiser leur processus de vente, pour les accompagner dans l'obtention en fait ou dans le fait d'atteindre leur objectif au niveau du chiffre d'affaires, l'amélioration du chiffre d'affaires. À part ça, j'ai aussi publié mon livre qui s'appelle Freelance 2.0 sur Amazon. Allez tout simplement sur Amazon et tapez Freelance 2.0 ou Henrik Mukanda. Vous allez tomber sur un livre que j'ai écrit et ce livre-là, aujourd'hui, il est vendu à plus de 213 exemplaires dans le monde entier et il aide énormément des gens à s'élancer en ligne avec des compétences et trouver des marchés en freelance, des mini-jobs et ainsi de suite. Je possède également plusieurs certifications en business management, leadership et cybersécurité et actuellement je suis en train de faire un master à l'université de Nairobi, en Master of Business Administration, qui me permettra tout simplement d'éclore en plus ma partie business. Alors, je suis content de vous accueillir dans ces lives. Pourquoi cette série des lives? Cette série des lives, en fait, a plusieurs objectifs. Et parmi ces objectifs-là, il y a en fait un objectif qui concerne tout simplement de vous apprendre comment on lance un business en ligne de type e-commerce. Il y a plusieurs personnes qui se demandent comment est-ce qu'on peut lancer un e-commerce, comment est-ce qu'on peut lancer une boutique en ligne rapidement avec le moyen des bords. Alors, cette série de lives va vous apprendre tout cela et ça va aussi vous montrer tous les éléments qui entrent en jeu et ça va vraiment vous plonger dans la création d'une boutique en ligne à succès. Il faut bien souligner ça parce que je vais vous montrer vraiment toute le partie des créations, le partie d'optimisation, des créations d'offres, de la partie sur laquelle on travaille en fait sur le branding du produit et surtout sur la partie publicité parce que c'est là où plusieurs personnes aussi se trompent et on va attendre jusqu'à ce qu'on va avoir une première commande sur notre boutique, jusqu'à ce qu'on va gérer cette boutique, livrer la marchandise au client qui commandera ces produits-là. Donc, on va essayer vraiment d'être concret avec des cas concrets. Bien sûr, ça ne se passera pas seulement dans cette série. Il y aura plusieurs séries de live. Voilà pourquoi ne ratez aucune série. Allez dans le canal et abonnez-vous. À part ça, l'idée, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont
dans ma formation en e-commerce et qui n'ont jamais eu le temps de passer à l'action. Alors l'idée avec cette série des lives, c'est de vraiment pousser aussi les gens qui continuent à procrastiner de passer à l'action. J'espère que vous êtes prêts pour commencer. On va commencer avec la première partie, le mindset. Le mindset en anglais, c'est tout simplement le mindset en anglais et en français, c'est l'état d'esprit. Alors, il faut que vous puissiez savoir que dans chaque business dans lequel vous allez vous lancer, et je ne parle pas que du e-commerce, je parle de plusieurs éléments, je parle de plusieurs business. Vous ne pouvez jamais vous lancer dans un business ou dans une activité ou dans un projet sans avoir un bon état d'esprit, sans avoir un bon mindset. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'élément qui change tout, mes gars. C'est l'élément qui change tout. Le mindset, c'est l'élément qui va en fait différencier les gens qui échouent à ceux-là qui réussissent. La plupart des temps, tous ceux-là qui réussissent, ils ont réussi à mettre en place un bon état d'esprit, un bon système de pensée. Okay? Pour un entrepreneur, sincèrement, un mindset, c'est la chose qui va te différencier des autres. Si jusque-là, tu t'es toujours lancé dans un projet et que ce projet-là, après quelques jours, tu te retrouves en train de faire autre chose, ça veut dire que ton problème, il n'est pas au niveau peut-être organisationnel ou autre chose, mais ton problème est dans la tête. Et quand je parle de la tête, je vois la partie état d'esprit. Peut-être que dans ton état d'esprit, tu n'as jamais vraiment pris le temps de mettre en place une chaîne qui va commencer à te rappeler pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Okay? Donc, c'est important de mettre en place un bon état d'esprit qui va t'aider tout simplement à résister pendant que les choses seront plus compliquées, à organiser ton travail, à subdiviser tes objectifs, à rester plus performant, à compter plus sur la discipline plutôt que sur la motivation. Donc, ce sont des choses qui vont vraiment t'aider à vraiment te différencier de tous ceux-là qui font un peu les choses comme tu es en train de les faire. Donc, souligner vraiment l'état d'esprit, c'est important. D'ailleurs, il y a une formation que j'ai créée qui s'appelle « Vous ne serez plus jamais le même ». C'est une formation qui a 4 vidéos. Allez vous inscrire dans cette formation-là. Elle parle 100% du mindset. Ça va vous aider. Moi, je vous prierai même de le faire avant de vous lancer dans n'importe quel projet. Suivez cette formation-là. Vous allez voir que vous ne serez plus jamais le même. À part ça, il y a aussi la partie gestion financière. Alors, avec la partie gestion financière, vous devez savoir que le point commun de la majorité des entrepreneurs en e-commerce, c'est qu'actuellement, ils arrivent en fait à mettre un site qui est certes de plus en plus professionnel. Ces gens-là, j'ai remarqué, franchement, la plupart des étudiants qui me contactent ou des gens qui me contactent pour que je jette un œil sur leur boutique, tu vas remarquer que ces gens-là, ils mettent de plus en plus des sites qui sont plus professionnels. Et ça, c'est assez intéressant. Vous allez aussi remarquer que leur marketing est réalisé autour des produits et ces marketing-là, il est de plus en plus poussé. Sincèrement, les gens actuellement, ils se différencient un peu des choses qui se faisaient en 2018, 2020. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils deviennent de plus en plus professionnels. Et vous allez voir aussi que la value proposition est de plus en plus forte. La value proposition, c'est un peu comme nous avons un produit, nous avons une boutique. Cette boutique-là, elle propose une valeur qui est un peu plus supérieure à celle que nous pouvons donner en voyant la boutique. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est que ce qu'ils essayent de proposer comme valeur ajoutée est de plus en plus forte au niveau des boutiques. Mais vous allez voir, malgré tout cela, vous allez voir que le succès en fait, d'un entrepreneur il va résider dans sa capacité à comprendre le flux d'argent au cœur de son business, les gars. Okay? Il ne va pas résider dans le fait de créer une boutique plus professionnelle, il ne va pas résider dans le fait de mettre en place un marketing plus poussé ou de proposer une value proposition qui est plus forte. Mais en fait, le succès, ton succès à toi en tant qu'entrepreneur dans le e-commerce, et vraiment, ça c'est pas vraiment que dans le e-commerce, ton succès en tant qu'entrepreneur, il va résider dans ta capacité à comprendre le flux. Ça veut dire,
quel est le moyen qui te fait entrer d'argent? Comment l'argent entre dans ton business et comment l'argent sort de ton business? Il faut que tu comprennes un peu à ce moment-là. Ça te permet, quand l'argent est dans ton business, ça te permet d'optimiser cet argent pour qu'il puisse faire fonctionner ton argent. Ok? Il y a beaucoup de gens, ils vont gagner très rapidement l'argent, mais simplement parce qu'ils ne comprennent pas le flux. Ils ne comprennent pas en fait, dès que l'argent entre dans leur poche ou dans leur banque, ils ne comprennent pas comment cet argent-là est dépensé ensuite. Et c'est comme ça que les gens sont vraiment en train de tourner en rond. Donc en 2023, le e-commerce est devenu le business. Je vais vraiment mettre le avec en majuscule, ok? En 2023, le e-commerce est devenu le business. Pourquoi? Parce que le e-commerce 2.0 est devenu un vrai levier, le cash flow. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez arriver à vous lancer dans le e-commerce et ensuite, après, basculer, scaler vers un business un peu plus grand. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir quelqu'un qui va se lancer dans le e-commerce et traîner pendant 4 ans, 5 ans dans le même business de e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui est devenu un peu comme un pivot sur lequel on s'appuie pour arriver à lancer des gros business après. Par exemple, aujourd'hui, je peux me lancer en vendant des porte-monnaies en ligne sur ma boutique. Mais mon objectif peut-être, mon rêve a toujours été de me lancer dans l'immobilier. Sauf que se lancer dans l'immobilier, ça demande beaucoup d'argent. Il faut acheter des immeubles ou construire des immeubles. C'est un gros capital de départ en fait. Du coup, je peux me lancer dans les e-commerce vu que c'est un levier de cash flow. Ça va me faire gagner de l'argent durant peut-être les 2 ans, 3 ans à venir. Et cet argent-là va me permettre de me lancer dans l'immobilier. C'est vraiment ce que ça signifie dans le e-commerce. 2.0, c'est vraiment un levier, il faut le considérer comme ça, c'est un levier de cash flow. Il y a aussi des gens en fait qui vont se lancer, j'aimerais juste commenter ici, il y a aussi des gens qui vont se lancer dans les e-commerce. Au départ, ils vont commencer à travailler avec un fournisseur, et ainsi de suite, vous allez comprendre ça avec la suite. Ils vont travailler avec un fournisseur, mais après, ils vont chercher à créer une marque en leur nom, par exemple. Et ils vont chercher à perdurer cette marque-là. Si cette marque continue à rapporter plus d'argent, dans ces cas-là, c'est toujours pas mal. C'est du cash flow, tout simplement. Ok? Donc, vous allez comprendre que on n'a qu'un seul objectif. Ce seul objectif-là, c'est quoi? Arriver à gérer notre argent. Dans la gestion financière, le seul objectif, c'est vraiment arriver à gérer notre argent. Ça veut dire la gestion de notre argent, elle doit être omniprésente à tous les niveaux de notre business. Par exemple, comment est-ce que je recrute quelqu'un qui va m'aider à concevoir une affiche publicitaire? Ok? Quand je vais les recruter, combien je vais lui payer? Combien cet argent-là que je vais lui payer, il va provenir d'où dans mon business? Je vais les retirer où? Comment est-ce que je compte les récupérer? Et ainsi de suite. Ça doit commencer à nous interpeller. On ne doit pas commencer à dépenser de l'argent comme si on cueillait en fait des feuilles sur un arbre. Ok? Ça doit commencer à nous interpeller à chaque fois que nous voulons utiliser l'argent ou quand nous faisons des grosses entrées dans notre caisse. La gestion financière, elle est vraiment omniprésente à tous les niveaux de notre business et nous devons être capables de financer des projets de plus en plus importants en e-commerce ou ailleurs. Si nous arrivons vraiment à bien gérer notre argent, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'immobilier, franchement, nous pouvons y arriver. Mais si nous ne pouvons pas y arriver, si nous ne sommes pas capables de gérer notre argent, ça va être difficile de pouvoir envisager de se lancer dans un business un peu plus grand. Pourquoi? Parce que déjà, si le e-commerce est difficile à gérer parce que nous n'arrivons pas à bien gérer nos finances, c'est déjà compliqué. Ok? Donc aujourd'hui, sincèrement, la plupart d'e-commerçants ne savent pas combien ils gagnent. Ils ne savent pas combien ils gagnent et ça, c'est vraiment un grand problème. Ces gens-là, vous allez voir, ils montrent leur tableau de bord dans lequel ils ont fait des milliers de ventes et ainsi de suite. Mais à la fin du mois, en fait, ils vont tout dépenser. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment gérer cet argent-là. Et parfois, ils ne savent même pas s'ils sont rentables ou pas. Et ils n'ont tout simplement pas des plans business. Ils n'ont pas un business plan. L'idée, c'est que si tu n'as pas de business plan, si tu ne sais pas
à quel moment tu es rentable, si tu ne sais pas combien d'argent tu gagnes, déjà là, c'est un gros problème. Du coup, ces gens-là qui n'arrivent pas à se concentrer sur la gestion financière de leur business, ils font une surconcentration sur la partie technique. Vous allez voir que ces gens-là, ils vont se concentrer sur quelles fonctionnalités ils vont mettre sur la boutique, comment la boutique va se présenter au niveau de la page produit, comment ils vont traduire les textes de la boutique et ainsi de suite. Ils vont trop se surconcentrer sur la partie technique et ils n'auront aucune vue globale sur la partie business, la partie entrepreneuriale. Et ça, c'est un gros problème avec eux. Okay? Donc, ils vont faire une surconcentration sur la partie technique et vraiment ignorer toute la partie business de leur entreprise. Et ça, c'est un gros problème. Et ces genres de personnes, ils ne connaissent tout simplement pas l'étape d'après et ils vont avoir un gros problème de mindset. Pourquoi? Parce que vous gagnez de l'argent, vous les dépensez, vous ne savez même pas combien vous gagnez, vous ne savez même pas si vous êtes rentable ou pas. Ça risque de vous travailler dans votre état d'esprit et vraiment vous pousser à abandonner. Ok? Donc, l'idée, c'est quoi? En résumé, ce que j'essaie de vous conseiller au niveau de la gestion financière, c'est que dès que vous venez de gagner une somme, vous devez vous poser la question, quelle est l'étape d'après, les gars? Quelle est l'étape d'après? Qu'est-ce que je fais avec l'argent que je viens de gagner? Alors, dès que vous connaissez l'étape d'après, sincèrement, c'est très intéressant. Moi, ici, dans cette série des lives, ce que je veux vous conseiller, c'est quoi? Vous venez de gagner de l'argent, vous vous posez la question, quelle est l'étape d'après? Moi, je vous conseille de scaler. Voilà pourquoi j'ai créé même un hashtag, je scale. Je scale, ça veut dire quoi? Je passe à un autre niveau de mon business. Ça veut dire quoi? Si vous aviez au départ 5 000 $ et que grâce à votre campagne publicitaire, votre produit, votre boutique, vous arrivez à gagner 10 000 $, votre étape d'après, c'est de scaler, c'est de passer avec votre business à un haut niveau. C'est-à-dire, votre budget, dans ces cas-là, il va être de 10 000 $. Lancez-vous alors avec des grands trucs, avec des grandes ambitions, toujours dans le e-commerce. Ok? Donc, votre niveau d'argent est vraiment votre levier de vitesse dans votre business. Vous devez écrire cette phrase-là. Votre niveau d'argent, c'est votre levier de vitesse dans votre business. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment maîtriser vos ventes, arrivez à maîtriser d'abord votre cash, arrivez à maîtriser votre argent. Sinon, vous n'allez même pas voir quand est-ce que vous faites des gros ventes, quand est-ce que vous êtes rentable. Alors, sachez aussi que votre succès, c'est vraiment subordonné. C'est vraiment, ça dépend directement de vos décisions. Nous, aujourd'hui, avec ITOT, quand je me présentais tout à l'heure, j'ai dit que je suis cofondateur d'ITOT Africa. Si nous sommes aujourd'hui arrivés à implanter l'entreprise dans plusieurs villes dans notre pays et dans une ville à l'étranger, c'est simplement parce que nous avons jusque-là pris des bonnes décisions. Parfois, ces décisions-là, elles nous coûtent cher en termes d'énergie, en termes de sacrifices, de travail. Mais en fait, c'est parce que nous prenons des décisions. Et vous devez savoir que chaque décision, plus elle est bonne, même parfois plus elle est mauvaise, mais si on travaille dessus avec beaucoup de courage, c'est ça qui amène le succès. Ce que vous allez décider de faire, c'est vraiment ça qui est plus important, les gars. Ok? Donc, l'idée, c'est quoi? Comment être gagnant à court terme et perdant à long terme. Ici, je vais essayer un peu de vous donner quelques exemples. Comment est-ce que vous pouvez être gagnant aujourd'hui si vous gagnez beaucoup d'argent? Comment est-ce que vous pouvez vraiment montrer aux gens que vous êtes assez riche, mais en fait, être pauvre dans le long terme? L'idée, c'est quoi? Imaginez-vous, vous avez trouvé un produit, ok? Vous avez trouvé un produit et vous avez trouvé aussi une bonne vidéo publicitaire de ces produits-là. Ensuite, vous lancez une campagne publicitaire avec Facebook. Imaginons, si vous êtes mauvais, si vous êtes vraiment pas trop mauvais, en 40 jours, on imagine que vous avez gagné entre 30 000 et 35 000 $ minimum. On imagine qu'avec cet argent-là que vous avez gagné, vous allez acheter une Rolex, une montre à 15 000 $. Vous allez acheter des chaussures Balenciaga à 800 $. Vous allez à Marrakech, au Maroc,
à 2000 dollars la nuit avec un hôtel là un peu 5 étoiles. Et ensuite, vous allez en boîte de nuit, vous achetez des bouteilles de champagne à 500 dollars et ainsi de suite. Ensuite, vous commencez à vous demander après pourquoi. Vous vous posez la question pourquoi. Vous m'appelez moi. Hello Henrik, je n'ai plus la même performance sur mes adsets, c'est-à-dire mes publicités. Qu'est-ce que je fais? Ou soit vous m'appelez encore pour me dire pourquoi j'ai autant de paniers abandonnés. Tout ça, ça part d'une décision. Il faut prendre une décision tout inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous gagnez par exemple 30 000 dollars, entre 30 et 35 000, au lieu d'aller acheter ou de penser à acheter des Rolex, aller penser à acheter des Balenciaga ou faire la fête toute la nuit et ainsi de suite, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser en fait ces fonds-là pour scaler votre business au lieu de penser directement à montrer un peu que vous êtes riche aux gens. Voilà pourquoi les gens vont vraiment voir que vous êtes riche, mais c'est du court terme, mais sur le long terme, vous allez être perdant parce que vous n'aurez plus rien. Ok? Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Alors ici, c'est vraiment l'inverse. Excusez-moi, j'ai mal écrit, mais en fait, lisez ça comme ceci. Comment être gagnant à court terme et gagnant à long terme? Ici, en fait, ce que je vous conseillerais, c'est de faire vraiment l'inverse de tout ce que les gars ici a fait. Ok? C'est-à-dire, vous allez trouver un produit et que si ce produit-là est un produit winner, le produit winner, c'est un produit qui se vend bien. Si vous avez trouvé un produit pareil, vous avez trouvé que les statistiques sont excellentes, vous avez généré des ventes avec ces produits-là, la décision que vous devez prendre, ce n'est pas une décision comme ces gars ici. Vous devez prendre la décision de scaler. Vous devez prendre la décision de scaler. Et scaler, dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Si vous étiez en train de travailler avec un fournisseur sur AliExpress, moi, je vous conseillerais de prendre un agent dans ces cas-là. Cet agent-là va vous aider à optimiser, par exemple, la partie délai de livraison. Par exemple, si au départ, vous livrez le produit après 1 mois, avec un agent, vous allez commencer à livrer le produit après 4 jours, peu importe l'endroit dans le monde entier. Si vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train d'expliquer là, attendez, quand je vais expliquer un peu le business plan du e-commerce, vous allez comprendre un peu ce que j'ai dit. Ok? Grâce à votre décision, vous allez prendre un agent qui va optimiser votre partie livraison. Vous allez brander votre produit, ça veut dire avec votre agent, vous pouvez lui dire, ok, je voudrais y ajouter un logo, je voudrais changer la couleur du produit, on suppose que c'est un porte-monnaie. Au départ, il était fait selon le fournisseur, mais grâce à votre argent, vous pouvez ajouter de l'argent pour que le fournisseur puisse modifier un peu le produit et qu'il réponde un peu à votre design, à votre concept. Et grâce à ça, vous allez vraiment améliorer la structure de votre entreprise, ainsi de suite. Et 2 mois plus tard, vous allez voir que au lieu de stagner dans les 30 à 35 000, vous allez vraiment passer à 100 000 par mois sur le compte de votre société. Vous voyez un peu? Donc, si vous faites bien les choses, vous allez voir que ça va être très intéressant. Voilà pourquoi j'ai toujours donné un conseil à mes étudiants, à ceux-là que j'accompagne. Je leur dis, ne brûlez pas vos opportunités pour un confort temporaire. Ici, vous allez gagner cet argent-là et ensuite aller dans un hôtel de 2000 dollars. Je ne dis pas que la vie sera difficile dans cet hôtel-là. Ça sera un grand confort, ça sera très intéressant, mais en fait, c'est tout simplement un confort temporaire. Et pourtant, l'opportunité que vous avez, cette opportunité-là, c'est vraiment une opportunité qui se présente la plupart des temps une seule fois. Ce n'est pas tout le temps que vous allez commencer à gagner 30 000 et 35 000 dollars et les dépenser en un coup. C'est une opportunité qui arrive, mais attention, ça risque de vraiment vous coûter cher si vous brûlez ces opportunités-là juste pour un confort temporaire. Ok? Et aussi, soyez des gars qui vivent en dessous de leurs moyens. C'est-à-dire que si vous êtes incapable d'avoir 1000 dollars à la fin du mois, ne montrez pas une vie qui est au-dessus de ces 1000 dollars-là. Excusez-moi, ne vivez pas une vie qui est au-dessus de ces 1000 dollars-là. Ça veut dire quoi? Si vous avez du mal à gagner 1000 dollars, pourquoi avoir un iPhone qui coûte 1800 dollars?
Peut-être que l'exemple est trop cliché, mais en fait, c'est ça. Vous devez commencer à vous poser des questions qui sont vraiment sérieuses. Pourquoi vous allez décider d'acheter un porte-monnaie de 100 dollars alors que vous êtes incapable d'avoir 100 dollars dans ces porte-monnaies-là? Mais c'est très important de vivre en dessous de ces moyens parce que ça te permet d'optimiser. Il y a même une phrase qui est très intéressante et sur laquelle je vais vous demander de méditer par rapport à cette partie. C'est que il y a quelqu'un qui dit si votre style de vie s'améliore au fur et à mesure que vos revenus aussi augmentent, vous êtes en train de perdre sur le long terme. En fait, cette phrase-là, elle veut tout simplement dire que vous devez arrêter de courir après le confort temporaire si votre long terme n'est pas encore garanti. Okay? Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui, mais qui ne le seront pas d'ici 5 ans, simplement parce qu'ils ne gèrent pas bien l'argent qu'ils ont actuellement. Okay? Donc, votre échec vous appartient, votre succès vous appartient. Ça, c'est un mindset qui est important à retenir. Okay? Alors, maintenant que nous avons fini avec la partie financière, voyons quelle banque utiliser et quel type de compte avoir pour ces activités. Cette partie est importante pour certaines personnes qui me posent des questions. Ok, monsieur Henrique, j'aimerais me lancer dans le e-commerce, mais en fait, je ne sais pas quelle banque je vais utiliser. Je ne sais pas quel type de compte bancaire je dois avoir pour mes activités, quel genre de carte bancaire je dois avoir. Il y a beaucoup de gens qui me posent ces questions. Voilà pourquoi j'ai décidé d'inclure cette partie dans cette série des lives. Donc, on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, ce que je vais essayer de dire à ce niveau-là, quand on a un business en ligne, je souligne bien un business en ligne, il est vraiment obligatoire de séparer son capital personnel des flux financiers de son business. Les gars, votre business, ce n'est pas votre porte-monnaie. Votre business, ce n'est pas votre poche. Il faut différencier absolument votre argent, l'argent personnel avec l'argent que génère votre business. Il faut vraiment arriver à les séparer, que ce soit au niveau de votre poche, que ce soit aussi au niveau des porte-monnaies. Moi ici, sincèrement, il y a même une période durant laquelle j'étais vraiment obsédé par ces conseils que je viens de vous donner, jusqu'au point où j'avais 2 porte-monnaies, un porte-monnaie pour mes business et un porte-monnaie pour mon argent personnel. Bien sûr, le porte-monnaie de mon business, je ne me promenais pas avec tout le temps, mais en fait, ça me permettait tout simplement de séparer mon argent, le flux financier de mon business avec mon capital personnel. Donc, pour arriver à faire ça, quand vous gérez un business en ligne, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir un compte bancaire de type épargne. Okay? C'est que vous allez à la banque. Je ne vais pas faire la publicité d'une banque ici. Donc, choisissez une banque suivant vos recherches et ainsi de suite. Je ne vais pas citer une banque. Donc, choisissez une banque et allez dans cette banque-là, demandez-leur de vous ouvrir un compte bancaire de type épargne. Et soulignez une chose, dites-leur de ne pas créer une carte Visa ou Mastercard qui sera attachée à ces comptes bancaires-là. Pourquoi? Parce qu'on imagine que votre compte bancaire épargne. L'idée, c'est que le compte bancaire épargne, ça va commencer à garder tout le bénéfice de votre business. Okay? C'est vraiment l'objectif. Le bénéfice de votre business va commencer à aller dans votre compte épargne. On suppose que votre argent est dans votre compte bancaire épargne et que vous avez une carte Visa qui est attachée à ces comptes bancaires-là. En ayant la carte dans votre porte-monnaie, vous risquez d'être tenté par le fait d'aller retirer facilement l'argent dans un distributeur automatique. Dès que vous voyez un distributeur automatique, vous risquez d'aller retirer de l'argent. Surtout si dans votre argent personnel, vous n'avez rien. Vous risquez d'aller retirer. Alors, le mieux à faire, c'est de vraiment appliquer le coup de massue. Ceux-là qui ont suivi la formation en mindset vont comprendre la partie coup de massue. Donc, vous appliquez le coup de massue au niveau de cette affaire-là. Ça veut dire vous vous mettez vraiment dans un pétrin où vous n'avez même pas la possibilité de retirer facilement l'argent. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous évite certains problèmes d'argent. À part le compte bancaire de type épargne sans carte Visa, allez toujours dans cette banque-là, demandez-leur de vous fournir une carte Visa prépayée. Une carte Visa prépayée, c'est une carte Visa qui n'est pas attachée à un compte bancaire. Par contre, ces genres de cartes, elles ont un plafond de 9 999 $ et c'est déjà assez bon. Ça veut dire que ces cartes-là peuvent garder jusqu'à 9 999 $.
à l'intérieur. Donc, dès que vous avez 200 dollars, 100 dollars, 30 dollars, mettez cet argent-là dans la carte prépayée. Moi, je considère un peu la carte prépayée comme étant la carte qui va contenir l'argent qui est en mouvement, c'est-à-dire l'argent pour payer les publicités, l'argent pour payer le produit, l'argent pour payer l'abonnement Shopify, l'argent pour payer ainsi de suite. Du coup, l'argent qui est en mouvement tout le temps va être dans la carte prépayée. L'argent que je gagne et qui doit être épargné doit être dans le compte bancaire épargne. J'espère que vous avez compris. Maintenant que nous avons vu la partie quelle banque utiliser et quel type de compte bancaire avoir, nous allons voir la partie importante qui concerne le business model du e-commerce, et je vais aussi vous présenter une mind map pour que vous puissiez un peu voir tous les éléments qui entrent en jeu au niveau d'un business de type e-commerce. On va essayer de voir ça tout de suite. Alors, je ne vais pas aller tout de suite vous présenter tout de suite le business plan du e-commerce. On va d'abord essayer, on va commencer par voir un peu comment est-ce que le e-commerce a commencé, comment est-ce que les gens s'est débrouillés avant et comment est-ce que les gens font aujourd'hui pour se lancer dans les e-commerce. On va aussi voir pourquoi on peut vraiment concurrencer les géants. On peut aussi voir le parcours dans le e-commerce. Ça veut dire, si on se lance aujourd'hui dans les e-commerce, quelle est l'étape d'après dans laquelle on peut se lancer. Et à la fin, on va essayer de voir la partie mind map, là où je vais vous montrer tous les éléments qui entrent en jeu. Donc, on part tout de suite avec la révolution dans les e-commerce 2.0. J'appelle le e-commerce 2.0 tout ce que nous allons essayer de voir tout de suite là. Donc, depuis 2010, vous devez comprendre que depuis 2010, la croissance du e-commerce est vraiment phénoménale en fait. Ici, j'ai essayé de trouver un graphique qui montre un peu l'évolution du e-commerce à partir de 2014 jusqu'à 2024. Bien sûr, 2024, aujourd'hui nous sommes en 2023. 2024, c'est tout simplement une projection. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous pouvez voir à partir de 2014, c'est que générait le e-commerce. On peut dire que le e-commerce générait ces montants-là. Et ensuite, au fur et à mesure que les années passent, à partir de 2019, jusqu'à 2020, il y a eu en fait une évolution assez différente par rapport aux autres années d'avant. Ici, essayez de comprendre un peu ce qui s'est passé entre 2019 et 2020. Qu'est-ce qui est passé dans le monde? Bien sûr, c'est le coronavirus. Il y a eu des confinements un peu partout dans le monde. Du coup, les gens, ils ne pouvaient plus sortir de leur maison. Ils étaient obligés de tout faire en ligne. Voilà pourquoi les boutiques en ligne ont vraiment explosé. Rappelez-vous, lorsque vous étiez à la maison, vous utilisiez trop Facebook, vous utilisiez trop TikTok. Il y a même un comédien qui est devenu aujourd'hui populaire sur TikTok. Il est devenu le plus populaire. Il s'appelle Kaby Lame. Les gars, il a trouvé une idée, il s'est lancé sur TikTok et aujourd'hui, il a des millions qui courent après lui. Grâce à quoi? Grâce au confinement, grâce à Internet. Et aujourd'hui, je connais plein de gens qui se sont lancés pendant cette période-là, qui ont vu l'opportunité simplement parce que tous les magasins étaient fermés. Donc, les gens s'est concentré sur Internet pour acheter les habits, acheter à manger, acheter plein de choses. Voilà pourquoi il y a eu cette explosion-là. Et depuis ces moments-là, le e-commerce ne fait que progresser, ne fait que monter. Donc, les années à venir, ça va être encore vraiment des opportunités énormes. Voilà pourquoi aujourd'hui, en 2023, il faut vraiment se lancer pour trouver aussi un pourcentage dans ce que le e-commerce génère comme étant chiffre d'affaires dans le monde entier. Ok? Donc, depuis 2010, depuis 2014, la croissance du e-commerce est vraiment phénoménale. Aujourd'hui, je ne veux même pas en fait argumenter encore là-dessus pour montrer aux gens que c'est vraiment un business rentable. C'est vraiment un business rentable et il n'y a plus à vraiment discuter sur ce sujet-là. Alors, comment est-ce que les gens faisaient pour se lancer dans le e-commerce à l'époque? Donc, quand j'ai dit à l'époque, c'est sans l'explosion des outils sur Internet et ainsi de suite, avec toutes ces opportunités qui sont aujourd'hui disponibles à nos yeux. Donc, comment les gens faisaient? En fait, il faut savoir que le e-commerce, à l'époque, c'était vraiment réservé à une élite. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des gros moyens. Pourquoi? Parce que les coûts pour se lancer étaient vraiment élevés. Les gars, c'était une vraie guerre. Il fallait avoir beaucoup d'argent pour se lancer là-dedans et il fallait avoir une expérience et un savoir-faire vraiment avancé. Pourquoi? Déjà, il fallait que vous puissiez être capable de créer un produit. Il fallait vraiment, si vous pensiez vous lancer
dans le e-commerce en vendant des porte-monnaies, il fallait savoir fabriquer un porte-monnaie, avoir une usine, avoir un endroit où vous allez stocker vos porte-monnaies, développer un site internet et beaucoup d'autres choses en fait. Imaginez-vous déjà au niveau de la création du produit, vous allez engager une équipe. Au niveau de l'usine, peut-être que vous allez travailler avec une usine en partenariat. Stockage, vous allez louer un dépôt. Au niveau du développement du site internet, si vous ne savez pas programmer, vous allez engager un gars. Et tout ça, vous voyez que ça va tout simplement vous faire dépenser énormément d'argent. Donc, c'était un processus extrêmement long et compliqué. Il fallait mobiliser toute une équipe et ça, ce n'était pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit que les e-commerce à l'époque, c'était réservé à une élite. Du coup, aujourd'hui, avant de se lancer dans les e-commerce, les gens ont commencé à appliquer l'approche qui est présentée dans les livres Learn Startup. Du coup, en appliquant en fait cette approche-là dans le e-commerce actuellement, vous allez voir que actuellement les gens ils essayent de se concentrer sur le produit minimum viable, ce qu'on appelle en fait le MVP. Ça veut dire quoi? En fait, ce concept-là, il est tiré du livre Learn Startup d'Eric Rice. C'est un très bon livre que je vous conseille d'aller lire dans votre temps libre. Du coup, les gens en fait, ils se disent quoi? Lorsqu'on lance un business, il faut trouver une manière simplifiée de les lancer. Il faut vraiment noter cette phrase-là. Et ça, ce n'est pas que dans le e-commerce. Lorsque vous voulez vraiment lancer un business, un projet, les gars, ne vous prenez pas la tête. Trouvez le moyen le plus simple de les lancer. Ça vous permet de réduire le coût et vraiment augmenter la rapidité au début. OK? L'idée, c'est que vous allez être capable de pouvoir apprendre et financer vraiment la croissance de votre business le plus rapidement possible. Vous pouvez voir ici que c'était vraiment difficile. Créer le produit, trouver une usine, stockage, développer un site. C'était des méthodes très longues et c'était difficile. Alors que si on applique l'approche Learn Startup, vous allez voir que ça nous permet tout simplement de réduire les coûts et augmenter la rapidité et surtout trouver le moyen le plus simple de nous lancer dans le e-commerce. Alors, en appliquant cette approche-là dans le e-commerce actuellement, du coup, en fait, vous allez voir que au lieu de trouver, par exemple, un dépôt dans lequel nous allons commencer à stocker le produit, nous allons tout simplement utiliser une méthode de gestion des stocks qui s'appelle dropshipping. Le dropshipping, c'est tout simplement une méthode qui nous permet de stocker, de gérer les stocks d'une manière assez différente. Ça veut dire que nous allons avoir un stock sans vraiment avoir un stock. Je vais vous expliquer ça via un graphique, vous allez comprendre ça. Donc, nous avons du coup la possibilité de commencer les e-commerce sans avoir vraiment à faire un stock. Ça sera une autre personne qui va gérer les stocks à notre place. Et cette autre personne-là, ce n'est rien d'autre que des marketplaces, des entreprises comme Amazon, Alibaba ou AliExpress. C'est-à-dire que ces entreprises-là vont nous mettre en relation avec des fournisseurs. Ces fournisseurs-là, ils créent des produits, ils ont des stocks. Et du coup, nous allons les contacter pour que nous puissions acheter en gros chez eux. Nous achetons en gros chez eux. Donc, nous n'avons pas fabriqué le produit. On suppose que nous, on pense nous lancer dans le porte-monnaie. Eux, ils ont déjà fabriqué des porte-monnaies. Donc, on va acheter le porte-monnaie chez eux à un prix là un peu banal. Et du coup, lorsqu'on achète, ils peuvent livrer ce porte-monnaie là à nos clients via une boutique que nous aurons créée avec Shopify. Et cette fois-là, nous n'avons pas besoin de développer un site à partir de zéro, mais nous avons un outil, un logiciel qui nous permet de créer des boutiques très rapidement, même si vous n'avez pas une assez grande expérience dans le développement des sites web. Avec Shopify, vous pouvez vraiment arriver à apprendre ça en moins d'heures. D'ailleurs, dans cette série des lives, on va voir ça. Vous allez voir que vous allez mettre en place très rapidement une boutique et Stripe qui va vous aider à gérer la partie paiement. Vous allez voir que ça va vous permettre de vous lancer avec un site et accepter le paiement très rapidement. Déjà là, vous voyez que nous gérons les stocks, nous avons un fournisseur, nous savons créer la boutique rapidement. Et du coup, au lieu de chercher encore des entreprises publicitaires pour
poser des panneaux publicitaires dans les avenues et ainsi de suite, nous allons utiliser des plateformes comme Facebook, Google, Snapchat, Instagram, TikTok et autres choses pour lancer des publicités ciblées et toucher les gens qui vont venir sur notre boutique et acheter. Dès qu'ils achètent, nous allons passer la commande chez notre fournisseur, AliExpress ou Alibaba, et afin, ces gens-là, ils vont livrer nos clients dans le monde entier. Vous allez voir qu'avec cette méthode-là publicitaire, nous avons réduit les coûts publicitaires déjà pour commencer, ok? Parce que imprimer des affiches, les poser sur des panneaux publicitaires, sur des avenues, ça coûte énormément cher. Alors que nous sommes en train de chercher à nous lancer rapidement en réduisant les coûts, donc utiliser les plateformes à notre disposition pour trouver des gens qui vont acheter. C'est très intéressant. Alors là, il faut juste avoir beaucoup de stratégies dans la publicité et c'est tout ça qu'on va essayer de voir. À part ça, vous pouvez, au lieu d'engager des designers pour concevoir vos vidéos, pour concevoir vos affiches publicitaires, vous pouvez le faire seul avec des outils comme Canva, Shutterstock, Animoto, Promo, tout ça. Et vous allez être capable de faire du montage rapidement de vos vidéos publicitaires et ça avec vraiment un moindre coût, Et c'est très intéressant. À part ça, il y a aujourd'hui des agences en freelance. Il y a des agences qui vont vous permettre peut-être de gérer toute cette partie-là. Et du coup, vous pouvez leur déléguer une partie. Par exemple, si vous n'êtes pas à mesure de créer une boutique Shopify, vous pouvez trouver, par exemple, sur Fiverr ou sur Upwork, ce sont des plateformes pour freelance. Vous pouvez trouver des gens qui sont à mesure de créer des boutiques pour vous. Ils vont créer des boutiques pour vous à moindre coût et rapidement vous lancer. Donc, vous avez vu à quel point c'était compliqué de se lancer dans les e-commerce et vous avez vu à quel point aujourd'hui, c'est devenu très facile de se lancer dans le e-commerce. Alors, il est donc désormais possible de se lancer dans un marché en plein essor. Vous avez vu à quel point le marché du e-commerce est en train d'évoluer. Vous pouvez vous lancer dans un marché en plein essor et rapidement, d'une manière vraiment rapide et avec un budget très limité. Et c'est vraiment une opportunité incroyable, les gars. Donc, je ne vois pas franchement la raison pour laquelle vous n'allez pas vous lancer. Il faut vraiment arriver à le faire. Alors, c'est quoi votre parcours dans le e-commerce dès lors que vous décidez de vous lancer? Vous allez commencer par la première étape qui est le dropshipping. Le dropshipping, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une méthode de gestion des stocks. Alors, c'est vraiment l'étape dans laquelle vous allez être forcé d'entrer avant de mettre en place des gros projets. Ok? Le dropshipping, c'est quoi? Je vais essayer de vous expliquer ça avec ces schémas-là d'une manière très simple, même s'il y a déjà beaucoup de vidéos sur Internet qui expliquent ça. On suppose que vous avez créé votre boutique avec le logiciel Shopify. Vous créez votre boutique et sur votre boutique, vous allez sur AliExpress. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit que AliExpress, c'était tout simplement des fournisseurs qui ont des produits chez eux. Donc, vous allez chez AliExpress. Votre objectif, c'est de vendre ces chapeaux-là. Donc, vous prenez ces chapeaux, les photos, les descriptions et ainsi de suite. Vous prenez tout ça, vous amenez ça sur votre boutique. OK? Donc, vous amenez ça sur votre boutique. Vous prenez des photos, vous concevez la boutique avec des photos du produit qui est là. Vous le présentez très bien. Et ensuite, vous faites du copywriting derrière et ainsi de suite. Peut-être que vous achetez ces produits-là. Vous achetez ces produits-là à 4 $ sur AliExpress chez votre fournisseur. En mettant ces produits-là sur Shopify, vous le mettez peut-être à 20 $ avec une marge bénéficiaire de 16 $ par exemple. Okay? Du coup, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller sur Facebook, Instagram avec vos pages que vous aurez créées. Vous faites des publicités pour amener des gens vers la boutique. Les gens qui sont intéressés par le produit, le chapeau que vous vendez. Bien sûr, ici, vous voyez aussi que, en fait, dans la manière de cibler, il faut cibler les gens qui seront intéressés par le produit que vous vendez, ainsi de suite. Ces gens-là vont voir la publicité, cliquer sur la publicité, tomber sur votre boutique, acheter le produit. Dès qu'ils achètent, par exemple, c'est Anne qui est à Paris qui achète. Lorsqu'elle va acheter, elle va laisser son adresse de Paris, elle va laisser son nom. Vous, dès que vous voyez la commande, vous prenez sa commande, vous la passez chez les fournisseurs. Bien sûr, vous récupérez d'abord votre marge bénéficiaire. Vous récupérez vos 20 $, bon, vos 16 $. Ici, je n'ai pas respecté les chiffres que j'ai nommés là-bas. Donc, vous prenez vos 16 $, vous envoyez les 4 $ au fournisseur pour acheter ces chapeaux-là chez lui. Et dès que vous l'achetez, mettez l'adresse de Anne
à Paris. Et c'est le fournisseur qui va livrer ça à Anne à Paris. Vous voyez un peu, c'est vraiment ça d'une manière résumée, les dropshipping. Ça veut dire que nous avons notre fournisseur qui est là-bas. Il nous permet d'acheter avec des prix réduits chez lui. Nous pouvons créer une boutique avec un produit de chez lui, ainsi de suite. Dès que nous lançons des publicités ciblées, les gens viennent acheter leur commande, nous le passons chez notre fournisseur et c'est le fournisseur qui livre. Avec une méthode pareille, sincèrement, vous vous lancez en moins de quelques jours et vous pouvez générer énormément d'argent. Alors, vous devez savoir que le dropshipping est utilisé par plusieurs grandes marques. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des marques comme Gymshark. Il y a des marques comme Gymshark. Je vous montre tout de suite là. Voilà, vous pouvez voir par exemple cette boutique-là. C'est une boutique spécialisée dans des produits pour les gyms et tout ça. Ces gens ici, avant de pouvoir créer une marque qui s'appelle Gymshark, ils se sont d'abord lancés dans le dropshipping. Ça veut dire qu'ils avaient un fournisseur qui leur livrait des produits pareils, des cinglés, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils se sont dit, on va essayer de brander. Brander, ça veut dire on va mettre un logo, commencer à concevoir des trucs rien que pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir que sur leurs produits, il y a maintenant leur logo et ainsi de suite. Okay? Et il n'y a pas que Gymshark, il y a MVMT, il y a Pura Vida, il y a Daniel Wellington. Si vous connaissez cette marque-là, dites-vous que cette marque, avant de devenir ce qu'elle est, elle a d'abord commencé par les dropshipping. Il y a Manta Sleep, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dans le dropshipping. Alors, le dropshipping, son avantage, c'est que ça vous permet de vous lancer rapidement à un coût faible et la profitabilité est assez énorme. On suppose que vous vendez votre produit à 20 $, alors que vous l'achetez à 4 $. Sur chaque commande, vous avez 16 $. On imagine que vous avez 100 commandes, 200 commandes par jour. Vous voyez déjà à quel point est-ce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas faux. Il y a beaucoup de gens qui le font. Je l'ai fait dans le passé, même si aujourd'hui, j'ai maintenant 2 marques que je gère, mais il y a beaucoup de gens qui se font énormément d'argent dans le dropshipping et c'est une étape importante par laquelle vous allez passer. Donc, les désavantages du dropshipping, c'est que les délais de livraison, il peut être assez long. Ça veut dire quoi? Votre client peut commander le produit, vous passez la commande chez le fournisseur. Le fournisseur, parfois, il peut prendre beaucoup de temps pour faire parvenir le produit chez les fournisseurs, chez les clients. Anne, par exemple, à Paris. Okay? Ces retards-là, souvent, il est dû au fait que le fournisseur, parfois, il peut être vraiment occupé avec d'autres personnes qui commandent chez lui. Alors, c'est que souvent on fait pour optimiser la partie livraison. C'est ce que je vous disais dans la gestion financière. Vous allez trouver un agent, c'est-à-dire au lieu que ça soit un fournisseur, ça va être une personne qui va être intermédiaire. C'est-à-dire, cet agent-là va commander chez le fournisseur en gros et vous allez commencer à vous adresser directement chez l'agent. Il aura un stock rien que pour vous. Dès qu'il y a une commande, il livre très rapidement à votre client. Donc, du coup, vous ne parlez plus avec le fournisseur qui est occupé, mais vous parlez avec un agent. Okay? Donc, on peut optimiser tout ça, mais pour optimiser tout ça, il faut d'abord vous lancer dans le dropshipping, vous générez de l'argent et après, vous serez capable d'engager un agent. Et souvent, ça crée le délai de livraison, toujours dans les désavantages, le délai de livraison, il fait à ce que la satisfaction client soit vraiment basse. Pourquoi? Parce que si les clients traînent pour trouver acquérir son produit qu'il a commandé il y a un mois, il risque de se mettre en colère et ça crée vraiment un client pas satisfait, mais ça n'arrive pas tout le temps, surtout si vous savez gérer la clientèle pour les rassurer et ainsi de suite, ils seront bien servis. Et aussi, le dropshipping est instable. C'est que si vous tombez sur un mauvais produit, on suppose que c'est les chapeaux que vous vendez sur votre boutique. Si les chapeaux n'intéressent personne, bien sûr, vous n'allez pas être rentable. Voilà pourquoi il faut tester plusieurs produits jusqu'à trouver un produit winner. Okay? Donc, le dropshipping est aussi idéal pour générer ses premiers revenus et c'est surtout idéal pour apprendre. C'est aussi idéal pour tester des offres, les gars. Donc, il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Le dropshipping, très intéressant pour vous lancer et obtenir vos premiers revenus.
Et ça vous permet d'apprendre parce que vous allez apprendre plein de choses. La gestion client, la gestion d'un fournisseur, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la publicité, la conception de boutiques et ainsi de suite. Tout ça, ça va vraiment vous mettre en phase d'apprendre et vous allez tester plein de choses. Alors, pour vous lancer dans le dropshipping, ça c'est comme c'est la première étape. Le budget que vous pouvez prévoir, il peut être entre 300 et 1000 $. Après la première étape du dropshipping, on suppose que vous vous êtes fait beaucoup d'argent. La deuxième étape dans laquelle vous pouvez vous lancer, c'est vous pouvez décider de lancer une marque blanche. Vous pouvez décider de lancer une marque blanche. Ça veut dire que la marque blanche, ça va être tout simplement le produit que vous allez concevoir avec votre fournisseur externe. On suppose ici, vous contactez votre fournisseur, vous lui dites j'aime beaucoup ces chapeaux-là, j'aimerais travailler avec vous pour le personnaliser un peu. Je vais changer le logo, je vais changer la couleur, je vais changer la forme et ainsi de suite. Du coup, dès que vous allez commencer à modifier un produit chez le fournisseur, vous êtes en train de créer une marque blanche. Du coup, lui, au lieu de vous vendre ça à 4 $, il va peut-être vous vendre ça à 6 $. Vous voyez un peu? Donc, c'est une chose à ne pas faire dès le départ parce que ça demande un grand budget. Vous pouvez voir ici déjà, j'anticipe, c'est entre 1000 et 10 000 $. Donc, c'est une étape dans laquelle vous pouvez vous lancer après avoir testé plusieurs choses et après avoir gagné un peu d'argent dans le dropshipping. Ok? Donc, ça vous permet vraiment de concevoir votre produit selon vos préférences. Et ça vous permet de les commercialiser sous votre propre nom de marque, un peu comme Gymshark, comme je vous ai montré tout à l'heure, et les autres marques qui se sont lancées. À part ça, vous devez comprendre que dans la marque blanche, vous achetez votre propre stock. Un peu comme ici, vous avez maintenant votre agent qui a vos produits bien personnalisés. Vous avez donc votre propre stock. Il va vous dire, j'ai un stock pour vous de 500 chapeaux bien personnalisé pour vous et donc vous allez commencer à acheter chez lui et livrer directement chez les clients et là vous allez voir que au niveau des avantages c'est que la rapidité est moyenne parce que vous travaillez avec un agent qui va commencer à livrer en moins de 4 jours, en moins de 2 jours, en moins de 6 jours. Ça va être très rapide et le coût est moyen en fait. Par rapport ici, le coût est vraiment faible, mais ici le coût est moyen parce que l'agent va vous coûter, le fournisseur aussi pour personnaliser va vous coûter et du coup, au moins, à la fin, vous avez un bon produit qui répond aux attentes du client et qui les reçoit rapidement et donc la satisfaction client est vraiment élevée. L'idée, c'est qu'avec la marque blanche, c'est un peu comme votre produit personnalisé suivant le concept de votre entreprise. Il y a par exemple BlendJet. Je vous montre cette entreprise. Il y a par exemple cette entreprise qui s'appelle BlendJet. BlendJet, c'est une entreprise qui s'est lancée dans le dropshipping en vendant des mixeurs portables. Okay? Ces mixeurs portables, ils ont commencé à les vendre dans le dropshipping, ils se sont fait de l'argent. Après, ils se sont dit, on va faire une marque blanche. Du coup, leur marque s'appelle BlendJet et ils personnalisent du coup le produit à partir de leur fournisseur. Mais je peux vous montrer le même produit sur AliExpress. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de mixeurs. Donc, ils ont pris par exemple, je vous donne juste un exemple, ils sont partis chez ces fournisseurs en fait. Le fournisseur, il est là, il s'appelle Wealth Store, c'est ça le nom. C'est lui le fournisseur du produit. Donc, au départ, peut-être ils achetaient ces mixeurs chez le fournisseur en dropshipping, mais après, ils se sont fait de l'argent, ils se sont dit, on va travailler avec un agent qui va personnaliser le produit. Voilà pourquoi, par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a maintenant leur logo, alors que sous les autres mixeurs, il y en a plus. Donc, ils ont essayé de créer une marque blanche et aujourd'hui, du coup, ils peuvent se permettre de vraiment, si j'essaie de regarder le prix, on va voir le prix. Donc, si on essaie de voir le prix, par exemple, là, le produit il coûte entre 49 et 95 $ suivant les couleurs. Okay? Il coûte entre 49 et 95 $, alors qu'au départ, le produit ici sur AliExpress, il coûte 11 $. Donc, c'est aussi l'un des avantages en fait de la marque blanche, c'est que puisque vous avez personnalisé le produit, il vous permet d'ajouter, de mettre un prix un peu élevé. Et ça, c'est vraiment très intéressant au niveau de la profitabilité. Donc, au niveau des avantages, comme je vous ai dit ici, rapidité
moyenne, coût moyen, satisfaction client élevée. Les désavantages, c'est que c'est facile à imiter. Moi aussi, je peux aller sur AliExpress, je prends un mixeur portable, je le personnalise et je commence à concurrencer en fait BlendJet. Mais de toutes les façons, le monde du business, il est comme ça. Donc, la concurrence, elle est bonne à prendre si vous êtes assez bon dans la stratégie des ventes. Donc, ça, c'est la deuxième étape dans laquelle vous pouvez vous lancer après le dropshipping. Troisième étape, c'est la marque OEM. Je ne veux pas entrer en détail. Sachez tout simplement que la marque OEM, il faut prévoir un budget entre 10 000 et 30 000 dollars. Je vous donne un exemple d'une marque OEM. Regardez par exemple le skateboard. Au début, il y avait des skateboards sur lesquels tu montes, tu commences à t'épousser avec ton autre pied. Tu t'épousses pour que ça puisse glisser. Mais après, actuellement, il y a maintenant des skateboards qui sont électroniques. Tu montes dessus, ça commence à rouler automatiquement. Les entreprises qui ont lancé ces skateboards-là électroniques, elles ont trouvé un concept des skateboards. Après, elles ont réuni une équipe de scientifiques, une équipe de recherche et développement qui a mis en place une formule pour que ces skateboards-là commencent à rouler automatiquement. C'est-à-dire que la marque OEM, vous allez disponibiliser de l'argent pour le développement d'un produit unique avec la recherche et développement. C'est-à-dire vous allez avoir un département recherche et développement qui va vraiment travailler sur une formule afin de sortir un produit unique. Okay? Du coup, vous serez obligé de créer une équipe et vraiment le processus de recherche et développement afin de faire croître le business et augmenter la valorisation. Donc, comprenez déjà que avec une marque comme celle-là, ce n'est pas un endroit dans lequel vous vous lancez dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir un peu d'expérience et surtout des gros moyens. Les avantages, c'est que la stabilité est à long terme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent à acheter des skateboards et la valorisation est assez énorme parce que quand tu regardes un skateboard, tu lui dis c'est 100 dollars, mais non, en fait, ça peut coûter 1500 et ainsi de suite et les gens quand même, ils continuent à acheter et le frein à la concurrence est énorme. Pourquoi? Parce que souvent les formules de développement sont cachées et c'est considéré comme un secret industriel. Okay? Les désavantages, c'est que le coût est élevé pour lancer une marque OEM et c'est long à mettre en place. Pourquoi? Parce que la recherche et développement, ça peut prendre 2 à 5 ans et du coup, en fait, c'est pas du tout intéressant de se lancer dès le départ. Si vous avez besoin de vous lancer dans un autre business, c'est mieux de commencer par le dropshipping. Après le dropshipping, vous pouvez développer la marque blanche après 2 ans, 3 ans si vous avez assez de budget et ainsi de suite. Donc, le budget pour la marque OEM est entre 10 000 et 30 000 dollars. Alors, pour résumer un peu, vous commencez par le dropshipping. Après, vous pouvez vous décider soit de passer directement vers la marque OEM parce que le dropshipping, ça peut vous générer beaucoup d'argent. Du coup, vous pouvez décider de vous lancer dans la marque OEM, mais là encore, ça demande une expérience. Donc, moi, je vous conseillerais d'aller vers la marque blanche. Vous allez acquérir encore plus d'expérience et puis vous lancer avec la marque OEM. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport aux étapes. À part ça, pourquoi est-ce qu'on peut arriver à concurrencer les géants? On suppose qu'il y a une boutique dans votre ville qui vend des pochettes pour iPhone. Cette boutique-là est trop connue et vous vous lancez avec une boutique en ligne. Pourquoi est-ce que vous, avec votre boutique en ligne, vous pouvez arriver à concurrencer ces géants-là? Simplement parce que souvent, nous sommes uniquement en compétition avec le magasin en physique. Okay? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que votre petite boutique en ligne peut concurrencer Amazon? Pourquoi ça peut concurrencer les autres grandes marques et ainsi de suite? Simplement parce que nous sommes uniquement en compétition avec des grands magasins. Et le marché est énorme et il continue vraiment de croître extrêmement vite. Vous avez vu avec les graphiques que je vous ai montrés là. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut vraiment arriver à concurrencer les géants? Parce que les marchés continuent à être énormes, donc il y a de la place pour tout le monde. Et la clé du succès est vraiment le marketing. Plus vous faites un très bon marketing, vous allez faire découvrir le produit à un marché peut-être inexploité. Vous allez convaincre plus de clients. Vous allez aussi créer
une image de marque et ça va vraiment arriver à faire prospérer votre entreprise. Donc, on passe au business model du e-commerce. Je vais vous présenter le mind map. Alors, voici un peu le mind map du e-commerce, comme j'aime bien l'appeler. Je vais commencer par vous, ok? Parce que c'est vous qui décidez de vous lancer. En fait, dans le e-commerce, c'est vous qui décidez de vous lancer dans ces business. Vous êtes à ces niveaux-là. Comme je vous disais au début de ces premiers lives, je vous disais que votre mindset, c'est vraiment ce qui va déterminer votre réussite. Vos connaissances, c'est ça qui va déterminer votre réussite, votre productivité et votre organisation dans le travail. Donc vous, vous êtes là, vous avez soit votre équipe ou peut-être que vous êtes seul. Du coup, votre business se trouve là-bas. Votre business, il doit avoir une bonne comptabilité, il doit avoir une fiscalité. Et au niveau des entités juridiques, vous pouvez aussi les avoir, mais cette partie droite, c'est vraiment pas une partie importante dès le départ, ok? Je suis très sûr, d'ailleurs moi c'est comme ça, je me suis lancé dès le départ sans vraiment avoir une entité juridique dans ma boîte ni un conseiller fiscal ou quoi que ce soit. Je me lancé seul, je gérais moi-même ma comptabilité donc c'est assez gérable. Mais vous, vous êtes là, votre business est là, vous pouvez aussi avoir une équipe. Du coup, comme je vous ai dit, vous devez avoir un compte bancaire, ok? Vous devez avoir un compte bancaire. Votre compte bancaire, il va faire quoi? Il va être là comme étant représentant votre entreprise en fait, ok? Avec votre compte bancaire, vous avez un site internet, une boutique sur laquelle il y a un produit que vous vendez qui est attaché à votre Stripe. Stripe, c'est l'entreprise qui va commencer à gérer tout le paiement de votre boutique et ça va commencer à prendre ces paiements-là, envoyer l'argent directement dans votre compte bancaire. À part ça, vous pouvez commencer à prendre de l'argent dans votre compte bancaire ou dans votre carte Visa prépayée pour payer soit un entrepôt, soit pour payer un fournisseur. L'entrepôt, c'est au niveau où vous êtes maintenant à mesure, par exemple, de travailler avec par exemple, un agent, ok? Donc, votre compte bancaire, il est vraiment lié à ces éléments-là. Soit vous prenez de l'argent pour payer les publicités, soit vous prenez de l'argent pour payer un fournisseur, soit vous prenez de l'argent pour payer un entrepôt, soit vous prenez de l'argent pour payer un abonnement de votre site internet. Et la seule entrée, c'est vraiment là-bas. Donc, le rouge là, c'est l'argent que vous dépensez pour sortir l'argent de votre compte bancaire, payer les publicités, faire les retargeting de vos clients qui sont venus sur votre boutique sans acheter, payer le fournisseur ou payer les entrepôts. À part ça, la seule entrée, vous voyez, la seule entrée, c'est que ça commence à partir du client qui va voir votre boutique, il achète le produit, l'argent va passer par Stripe qui est un processeur de paiement et envoyer l'argent vers votre compte bancaire. Donc, au niveau de votre site internet, vous avez aussi un back-end. Le back-end, ça peut être par exemple un back-end marketing qui va commencer à envoyer des SMS ou des emails marketing à vos clients. Et vos clients, en fait, ils peuvent aussi faire du bouche à oreille. Ils peuvent aussi aller parler de votre produit à quelqu'un simplement parce qu'ils ont trouvé ça intéressant. Donc, c'est comme ça que vous allez acquérir des clients. Les clients, vous pouvez les acquérir à partir de bouche à oreille, à partir du SEO qui est tout simplement le référencement naturel. Vous pouvez aussi les acquérir à partir de publicités. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dès lors que vous avez votre client, qui est disponible, il va venir sur votre boutique acheter et puis Stripe va gérer la partie compte bancaire et à partir du compte bancaire, vous pouvez faire la comptabilité et ainsi de suite. Donc ici, vous êtes vraiment au cœur de votre business et votre compte bancaire est là-bas. Représentez votre compte bancaire, comme je vous ai dit au début, là, avec une carte Visa Express et le seul endroit où vous liez votre compte bancaire à votre business, c'est seulement au niveau de Stripe et votre site internet. Mais les autres dépenses, c'est mieux de mettre une carte Visa Express pour payer les publicités, le fournisseur, les abonnements internet, les retargeting et ainsi de suite. Donc, le business model le mind map du e-commerce, c'est vraiment celui-là. Il y a 4 éléments qui sont importants. Vous, le compte bancaire, le site internet et les clients. Comment vous gagnez les clients via ces 3 méthodes-là, la publicité, les SEO, le bouche à oreille. Comment est-ce que
vous gagnez de l'argent, les paiements sur votre boutique, ça passe par Stripe, ça va dans votre compte bancaire. Comment est-ce que vous dépensez de l'argent? Vous dépensez de l'argent pour payer les abonnements sur les sites, payer l'entrepôt si vous avez un agent, payer le fournisseur si vous voulez payer le produit, payer les publicités. Ok, donc voilà un peu tout ce que je peux dire au niveau du mind map du e-commerce. Je vais vous partager ces fichiers, il n'y a pas de souci, il faut juste demander. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Voilà un peu tout ce que j'avais prévu pour la première partie de cette série des lives qui concerne la création d'une boutique en ligne rentable. Rendez-vous dans la deuxième partie du live. Si vous n'avez pas le live au niveau de la chaîne YouTube, allez dans le canal Telegram Maïd HM et vous allez voir des communiqués par rapport à ça. Ou sinon, rendez-vous dans la deuxième partie dans laquelle nous allons voir quelle source de trafic choisir, comment on recherche le produit et comment on fait le sourcing. Donc, on va voir tous ces éléments-là dans la partie 2 du live. Rendez-vous tout de suite. Merci beaucoup.